Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, épouse du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a été élevée à la dignité de grand officier dans l'ordre national. Elle a été distinguée hier 18 octobre, date anniversaire de la naissance de son époux Félix Houphouët-Boigny. La première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, y était. La troisième édition du sommet Finances en commun se déroule à Abidjan. La transition verte et juste pour une relance durable est au cœur de la rencontre. C'est une initiative de la Banque africaine de développement et de la Banque européenne d'investissement. L'enjeu est de favoriser l'émergence d'une réponse mondiale face aux défis de la planète. La Côte d'Ivoire préside le G24, c'est le groupe intergouvernemental des 24 pour les questions internationales et le développement. L'information a été donnée aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui ont pris fin ce week-end à Washington. Le ministre Adama Coulibaly remercie les pays membres pour leur choix. Le prix Sakharov pour les droits de l'homme édition 2022 a été décerné ce mercredi par le Parlement européen au peuple ukrainien confronté à la guerre avec la Russie. La décision a fait l'unanimité des groupes politiques du Parlement. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Mélie Koné, a reçu aujourd'hui une délégation de l'Union européenne en marge de la troisième édition du sommet Finances en commun, organisé en partenariat avec la BAD et la Banque européenne d'investissement. Une rencontre, je rappelle, qui se tient du 18 au 20 octobre autour du thème « Une transition verte et juste pour une relance durable ». Le vice-président est toujours en marge du sommet Finances en commun, a également échangé avec le président de la BOAD, Serge Aké, l'occasion donc d'évoquer les questions liées à l'augmentation du capital de l'institution financière sous-régionale. Voilà, cela vient du cœur. C'est le titre d'une œuvre qui vient de paraître. L'auteur est un journaliste, Philippe Kouan. La cérémonie de dédicace a eu lieu aujourd'hui même. La première dame, Dominique Ouattara, y était. L'ouvrage de 391 pages est un compil de 100 discours prononcés, par Madame Dominique Ouattara depuis 2011. Des discours prononcés en tant que première dame, présidente de la Fondation Children of Africa, présidente du Comité national de surveillance de lutte contre le travail des enfants, ou en tant qu'initiatrice du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. L'auteur tente ainsi de mettre en valeur les idéaux et les combats menés par Dominique Ouattara dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la lutte contre le travail des enfants et de l'autonomisation des femmes. Le journaliste Philippe Kouan a décidé de céder les droits d'auteur à la Fondation Children of Africa. Vous aurez le compte rendu complet de Mahama Traoré dans nos prochaines éditions. Elle, c'est une ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, épouse du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Elle a été élevée à la dignité de grand officier dans l'ordre national. Elle a été distinguée hier 18 octobre, date anniversaire de la naissance de son époux, Félix Houphouët-Boigny. La première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, était à ses côtés pour la soutenir. Viviane Aimé. Si le 18 octobre, jour anniversaire de la naissance du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, fait partie désormais des grandes dates de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce 18 octobre 2022, l'hommage rendu au père fondateur a été appuyé par une cérémonie de distinction en l'honneur de sa veuve, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, la toute première dame de Côte d'Ivoire, qui a contribué aux côtés de son illustre époux au rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers le monde. La cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de la Grande Chancellerie a enregistré la présence de nombreuses personnalités, de parents, amis, aux côtés de son aînée et sœur, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Présents également les membres du gouvernement. Le président Henri Konan Bédié, président du PDCI, l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo, le cardinal Jean-Pierre Coutois, ainsi que les représentants du COSIM, également des anciens dignitaires et grands serviteurs de l'État retirés de la vie publique et qui, pour l'occasion, ont fait le déplacement. Les derniers compagnons de l'aventure 1946, encore en vie, aujourd'hui nonagénaires, sont venus rendre hommage à leurs condisciples.
La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a salué le parcours exemplaire de celle qui a partagé aux côtés de son illustre époux, premier président de la République de Côte d'Ivoire, les contraintes et le sacrifice de soi qu'impose l'exercice de la vie publique et sa contribution au bien-être de ses concitoyens. Rappelant que dans son rôle de première dame de Côte d'Ivoire, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny avait créé l'association des femmes ivoiriennes. Au plan social, elle avait inauguré le premier village SOS d'enfants en Côte d'Ivoire, ainsi que la première institution de formation et d'éducation féminine en Côte d'Ivoire. À son actif également, la création en 1987 d'une fondation baptisée Ndaya International pour l'amélioration de la santé, du bien-être et l'éducation des enfants pauvres d'Afrique. Ndaya International a produit le premier dessin animé pour enfants africains dont le héros est baptisé Kirikou. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a rendu possible la cérémonie de ce jour. Je voudrais saluer cette mobilisation générale républicaine due à la présence parmi nous d'une illustre personnalité, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, que la nation veut honorer. Madame Thérèse Houphouët-Boigny, par votre beauté, votre élégance, votre prestance, vous avez représenté l'image de la Côte d'Ivoire moderne, ancrée dans son temps. Ainsi, incarnant si bien le miracle ivoirien, vous avez fait rayonner la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Le président Houphouët-Boigny, qui fut l'un des premiers chefs d'État africains à voyager avec son épouse, a reconnu lui-même que vous étiez pour beaucoup dans la considération dont bénéficiait la Côte d'Ivoire dans le monde. Combien de jeunes Ivoiriennes avez-vous inspiré? Pour combien d'Ivoiriennes, sur plusieurs générations, représentez-vous le modèle à suivre? Vos mérites ne s'arrêtent pas là. L'une des toutes premières, vous avez su donner corps et sens au lourd titre de première dame. Il n'était pas si courant à l'époque qu'une épouse de chef d'État, africain surtout, s'intéresse à des sujets sociaux et sociétaux. Et en vertu des pouvoirs nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national. L'illustre récipiendaire n'a pas pu taire son émotion devant tant d'affection témoignée à son endroit. Je suis profondément émue ce jour parce que cette décoration, au-delà d'un événement pour le moins commun dans l'administration publique, revêt un caractère hautement symbolique pour moi. En effet, tout le monde le sait, mon époux, Félix Houphouët-Boigny, est né le 18 octobre. C'est donc cette date chère à mon cœur que vous avez choisi pour m'honorer en m'élevant au plus haut grade de la distinction des honneurs républicains. Ma joie est d'autant plus grande que ce moment historique me lie davantage à mon époux, à sa vie, à son histoire avec la Côte d'Ivoire, que son âme continue de reposer en paix. Je voudrais que vous me puissiez m'autoriser à vous parler avec mon cœur. C'est un moment que plusieurs personnes attendent depuis de nombreuses années. Je sais que nombre d'entre vous se demandaient ce que je devenais si j'avais encore la force physique et la lucidité vu mon âge avancé. C'est en effet ce peut dire que je suis encore jeune. Mais grâce à Dieu, grâce à vous tous, je me porte bien. Et grâce aux efforts des différents présidents qui se sont succédés, je n'ai manqué de rien. Le président Henri Konan-Bédié m'a soutenu pendant tout mon veuvage. Le président Laurent Gbagbo pour les années qui suivirent et bien sûr le président Alassane Ouattara jusqu'à ce jour.
Merci donc à vous tous. Merci pour le respect de vos engagements et merci pour votre délicate attention à mon égard. Mesdames et messieurs, illustres invités, ma joie est très grande ce jour. Mon cœur se réjouit de voir tous rassemblés en ce lieu. C'est la Côte d'Ivoire que j'aime voir. Celle qui rassemble, celle qui incarne l'union et la paix dans la diversité, à l'exemple de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, parfois une profonde tristesse, tous les événements politiques qui se sont succédés depuis maintenant 3 décennies. Je constate cependant que la Côte d'Ivoire avance avec une grande silence. La Côte d'Ivoire se construit et la Côte d'Ivoire transcende les difficultés. Sans parti pris, mon sage conseil est que vous soyez tous épris de paix. Laissez-vous porter par la tolérance et le pardon pour garantir la stabilité durable dans notre chère nation. Une série de photos avec la première dame de Côte d'Ivoire, puis avec les personnalités, amis et parents, a immortalisé ce mémorable événement. Voilà, et la belle Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, unie au travail, abrite la 3e édition du sommet Finance en commun. La transition verte et juste pour une relance durable est au cœur des échanges qui se déroulent en présentiel et en visioconférence. L'initiative est de la Banque africaine de développement et de la Banque européenne d'investissement. L'enjeu est clair, construire une nouvelle coalition d'acteurs qui favorisera l'émergence d'une réponse mondiale face aux défis de la planète. Alexis Ouedraogo. Abidjan, capitale de la finance climatique. Ce mercredi, en présence du Premier ministre Patrick Hachi, plus de 600 banques publiques de développement du monde entier sont réunies pour renforcer la transition verte et juste pour une relance durable. Les réflexions ouvertes pour 48 heures permettront d'aborder l'importance du financement en commun pour faire face aux défis de l'heure. C'est tout l'objet central, essentiel, vital de ce sommet, qui ne doit pas être un sommet de plus, un sommet vague, un sommet de paroles et de promesses, mais un sommet d'engagement, un sommet d'actes, un sommet de courage et d'audace. Face à la crise socio-économique mondiale, le sommet veut construire une coalition nouvelle d'acteurs et créer une dynamique qui favorise une réponse collective, tout en répondant aux besoins les plus pressants des pays en développement. Je voudrais souhaiter que les conclusions de ces assises renforcent davantage le processus de développement de notre continent, celui de la Côte d'Ivoire en particulier, en accélérant la mise en œuvre des actions de transformation économique et sociale initiées par le gouvernement de son Excellence M. Patrick Hachi, Premier ministre. À la veille de la COP27, il faut des approches concrètes à la crise énergétique mais aussi alimentaire, combler le déficit mondial de financement de 2500 milliards de dollars US pour atteindre les objectifs de développement. Notre objectif est de nous mettre ensemble, de construire ensemble et de financer ensemble. Une approche soutenue par le Premier ministre ivoirien qui insiste sur le soutien à apporter au secteur privé, fer de lance de tout développement. L'invention en Afrique des nouveaux modèles de transition, la réussite de l'inclusion sociale, celle notamment de nos femmes et de nos jeunes, viendra principalement des acteurs privés, véritables créateurs de richesses et d'emplois. Ils ont la conscience, l'intelligence et l'énergie pour faire face, soulever des montagnes et forger de nouveaux équilibres. Alors aidons-les. Nous, pouvoirs publics nationaux, et vous, institutions de financement du développement. Aidons-les toujours plus fortement, plus durablement, plus efficacement. C'est ainsi que nous gagnerons ce combat pour le climat et le développement inclusif que nous n'avons tout simplement pas le droit de perdre. Après les rencontres de Rome et Paris, Abidjan est la toute première capitale africaine à accueillir l'événement. Patrick Hachi n'a pas manqué de dire sa gratitude pour le choix d'Abidjan durant ces 48 heures, capitale mondiale de la finance climatique. Et en marge de ce sommet sur la finance commune, le Premier ministre Patrick Hachi a eu une séance de travail avec la Team Europe sur la stratégie cacao durable. L'équipe s'engage à accompagner le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de sa stratégie pour un cacao de qualité durable. On retrouve Alexis Ouedraogo. Le cacao durable, c'est du cacao cultivé dans le respect de l'environnement,
d'une façon qui contribue à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de leurs familles et qui abolit le travail des enfants. Une démarche dans laquelle la Côte d'Ivoire est engagée depuis de longues années. Ce mercredi, en marge du sommet des finances communes, le Premier ministre Patrick Achi a conduit à la primature le dialogue Côte d'Ivoire-Team Europe sur la stratégie cacao durable. Le pays a pris cette initiative et a développé des pas importants, des réformes importantes que nous soutenons absolument à fond. Nous avons une mobilisation de l'équipe Europe, l'Union européenne et ses États membres, de l'ordre de 450 millions d'euros pour l'instant. Donc on va mettre en œuvre à l'appui de cette stratégie du gouvernement et qui adresse les trois piliers. Au-delà de ce qu'on apporte en termes de financement, il y a bien évidemment aussi des aspects de législation qu'on met en œuvre et qui justement nous permettront de renforcer cette action du gouvernement, notamment en utilisant l'accès au marché européen pour justement renforcer la durabilité du produit en travaillant sur ces trois aspects, le revenu, le travail d'enfants et la protection des forêts. La Côte d'Ivoire, numéro 1 mondial de la production de cacao, reste déterminée à préserver sa place de choix et garantir un cacao de qualité. Voilà, le Premier ministre Patrick Achi que vous venez de voir sur ces images est de retour des États-Unis où il a pris part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Un séjour fructueux pour la délégation ivoirienne qui a pu obtenir des engagements fermes de la Société financière internationale pour le financement de plusieurs projets dans nos pays. Adama Kone et Kerry Adama sont nos envoyés spéciaux. Au cœur du quartier des institutions de Bretton Woods à Washington, le siège de la Société financière internationale SFI. La Côte d'Ivoire abat ses cartes pour décrocher davantage d'attention auprès de la Banque mondiale. Après près d'une heure d'échange, le sourire est aux lèvres. Les propos du vice-président exécutif de la SFI confirment la bonne humeur de la délégation conduite par le Premier ministre Patrick Achi. Il y a 6 mois de cela, lors des réunions de printemps, le Premier ministre et moi nous étions entendus sur un certain nombre d'actions qui étaient liées au logement social, à l'investissement dans le secteur de l'agriculture et dans d'autres secteurs. Et je dois dire qu'avec beaucoup de plaisir, que l'ensemble des engagements qui avaient été pris en termes d'investissement dans ces secteurs ont été réalisés et notre portefeuille est en train de s'accroître de manière significative. Cela montre qu'il y a un environnement des affaires qui s'est amélioré de manière significative en Côte d'Ivoire, mais également cela veut dire qu'il y a une vision partagée entre la SFI, le groupe de la Banque mondiale et les autorités ivoiriennes en ce qui concerne le rôle du secteur privé dans le développement de l'économie ivoirienne. Ce n'est pas tout. La Côte d'Ivoire réalise une autre valeur ajoutée. Dans le domaine du digital, nous préparons un projet de 75 millions de dollars qui doit aller au conseil d'administration très bientôt. Nous avons dégagé des perspectives nouvelles pour continuer les investissements dans le domaine du cacao, de l'anacarde et autres. Et nous avons également discuté de la possibilité d'ouvrir des chantiers dans le secteur de la production d'oignons ou d'autres produits de base qui sont importants pour les consommateurs ivoiriens. Nous repartons avec de bonnes nouvelles et accès exceptionnel. Nous avons pratiquement été l'un des rares pays à avoir été reçu à la fois par le vice-président, donc le directeur général chargé de la SFI, le vice-président du MIGA, le président de la Banque mondiale lui-même, le directeur général du Fonds monétaire international, le directeur général du MIGA, avoir la possibilité de trouver dans ce calendrier chargé du temps pour nous recevoir tous. C'est là également le signe de la réussite de la politique de son Excellence le Président de la République et surtout de son réseau extrêmement important à travers ce milieu très fermé des grands hommes du monde des affaires et de la finance. Les assemblées annuelles 2022, après le silence imposé par le coronavirus, redonnent de l'espoir aux pays en développement comme la Côte d'Ivoire. Les 190 pays se donnent rendez-vous en octobre 2023 à Marrakech, au Maroc.
Il y a d'autres bonnes nouvelles en provenance de Washington. Notre pays préside le G24. C'est le groupe intergouvernemental des 24 pour les questions internationales et le développement. L'information a été donnée aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui ont pris fait ce week-end. Le ministre Adama Coulibaly remercie tous les pays membres pour le choix porté sur la Côte d'Ivoire. Michel Digré depuis Washington. C'est au cours de la réunion des ministres chargés des finances et des gouverneurs de la Banque centrale des pays du groupe des 24 que l'information a été donnée. La Côte d'Ivoire est désignée présidente du groupe intergouvernemental des 24 pour les questions internationales et le développement pour 12 mois. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, a exprimé la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour cet honneur. Il a présenté les enjeux de ce mandat. Il me semble important que dans les 2 prochaines années, nous donnions une grande priorité d'abord à l'agenda de la transformation structurelle de nos économies et la création d'emplois. Ce sont des objectifs importants pour nos pays et je voudrais que notre groupe soit un contributeur important dans le débat et aussi un véhicule pour le partage d'expériences sur les différences politiques, approches et institutions qui ont marché ailleurs. Les questions de financement seront aussi une priorité. Nous allons continuer à nous appuyer sur l'agenda du G24 dans les domaines où la coopération multilatérale est nécessaire pour nous assurer que les pays du groupe reçoivent les appuis conséquents compte tenu de la complexité des défis actuels auxquels nos pays font face. Je veux parler des défis liés à la sécurité alimentaire, la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. Le ministre Adama Coulibaly a également pris part à la 46e réunion du Comité monétaire et financier international. Il a rencontré plusieurs responsables d'institutions bancaires internationales pour parler de financement de projets en Côte d'Ivoire. Adama Coulibaly a enfin eu une séance de travail avec Abebe Selassie, directeur du département Afrique du FMI, sur les perspectives économiques ivoiriennes. Demain, jeudi 20 octobre, s'ouvre à Port-Louis, dans la capitale de Maurice, la triennale de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. L'ADA réunit les décideurs et les responsables politiques du continent en matière d'éducation ainsi que les partenaires au développement. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, participe à ce programme qui promeut le développement de l'Afrique grâce à des systèmes d'éducation et de formation résilientes. Mamadou Kwasi est notre envoyé spécial. Des side events ou encore des activités parallèles pour meubler cette première journée de l'édition 2022 de la triennale de l'ADEA, Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Une assise pour relancer la question de l'éducation post-Covid-19. Nous tous, nous savons que l'enfant apprend mieux quand on lui transmet le savoir dans la langue qu'il comprend. Les résultats sont positifs parce qu'on était dans une situation où on avait remarqué que les résultats n'étaient pas à la hauteur, en tout cas, des investissements. La Côte d'Ivoire a été honorée des bons résultats enregistrés ces dernières années avec la présentation des études comparatives. Conduisant la délégation ivoirienne, la ministre Marietou Kodé s'est félicitée de l'engagement du gouvernement ivoirien à œuvrer davantage pour la valorisation du secteur éducation-formation. L'alphabétisation est un point très important pour la Côte d'Ivoire. En 2019, le rapport PASEC présentait une Côte d'Ivoire avec des élèves, pour ce qui est de l'éducation de base, qui avaient des difficultés en lecture, qui avaient des difficultés en mathématiques. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'apprendre que nous avons fait des progrès. Nous avons fait des progrès en matière de lecture, en matière d'écriture, en matière de savoir compter. Et c'est tout à l'honneur de notre pays. Ce qui veut dire que les évaluations ne sont pas mauvaises. Nous encourageons les évaluations parce que ce sont les évaluations qui permettent de savoir quels sont les problèmes que nous avons, qu'est-ce que nous devons faire pour les corriger. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la participation de la Côte d'Ivoire à cet événement s'imposait. Depuis 2021, la Côte d'Ivoire a fait un grand pas en avant en organisant les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour nous, après Covid, il fallait repenser notre éducation. Et aujourd'hui, après ces états généraux, nous avons une boussole, nous avons une feuille de route. Ce jeudi 20 octobre 2022, une trentaine de ministres africains en charge du secteur éducation-formation vont lancer officiellement les débats pour façonner l'avenir du continent africain grâce à des solutions durables et applicables en cette période post-Covid-19.
La retour en Côte d'Ivoire, je vous conduis dans le village de Ponvogo, dans la région du Poro. La fondation Tchépé promeut aussi l'éducation. La fondation a remis des kits scolaires aux élèves, un geste de solidarité très apprécié des parents cette rentrée scolaire, un geste qui les soulage. Plus de 500 élèves ont reçu des kits, nous rapporte Mahama Traoré. C'est la 8e année de suite que la fondation Tchépé donne vie au droit à l'éducation dans le village de Ponvogo, département de Korogo. Avec l'aide de ses partenaires, dont la mutuelle de développement du dit village, la fondation Tchépé remet cette année encore des centaines de kits scolaires aux écoliers ainsi que des vivres pour leur cantine. Ce don manifeste toute l'ambition que porte la fondation Tchépé pour le village de Ponvogo. Nous avons pris l'engagement de transformer ce village. Les 3 salles que vous voyez là ont été réalisées par la fondation Tchépé. Et nous avons pris l'engagement de faire de Ponvogo la vitrine de la sous-préfecture. Ce soutien à l'éducation, aussi destiné aux villages environnants et alliés de Ponvogo, est encouragé par les autorités administratives couvrant le village de Ponvogo. Mesdames et messieurs, les cadres de la mutuelle de Ponvogo, nous aurons toujours besoin de votre assistance pour l'atteinte de l'objectif commun qui est la formation et l'épanouissement des enfants de Ponvogo. Chers élèves, c'est à votre honneur que nous sommes aujourd'hui rassemblés à Ponvogo. Ces dons dont vous êtes bénéficiaires et très fiers constituent un appui inestimable de donateurs, de bienfaiteurs, pour vous encourager à épouser l'école et y étudier convenablement afin de nous gratifier de bons résultats scolaires et surtout assurer la relève de demain que préparent minutieusement vos aînés. Outre les écoliers, la fondation Tchépé a aussi fait don d'une trentaine de vélos aux lycéens du village qui parcourent de longues distances pour aller au cours. Et on revient sur la fête du Maoulid. La communauté musulmane de la ville d'Alzopé vient de célébrer le Maoulid. Cette fête, il faut le rappeler, a commémoré la naissance du prophète de l'islam. Elle a été célébrée ici en Côte d'Ivoire le vendredi 7 octobre dernier. Et pour l'occasion, Cheikh Ahmed Chérif Aïdara, l'un des grands guides spirituels, a effectué le déplacement depuis le Mali voisin. Il a invité les musulmans à prôner l'amour, la solidarité, le pardon et le vivre ensemble. Paga Sore Kone de Mandungi. Ces fidèles musulmans sont venus des différents quartiers de la ville d'Alzopé, mais aussi des communes du district d'Abidjan, des villes de l'intérieur et des pays de la sous-région pour prendre part au Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Cette cérémonie religieuse a vu la présence de Cheikh Ahmed Chérif Aïdara, guide religieux venu du Mali voisin, dont le grand-père a été emprisonné à l'époque coloniale dans cette ville du sud de la Côte d'Ivoire. Mon père a demandé cette cour au président de la République et il nous a donné. On prie pour le pays et les habitants. Chaque année, on vient célébrer le Maoulid ici et on fait des prières pour le développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Fidèle, élu, cadre, mais également chef coutumier, personne ne voulait se faire compter ces grands rendez-vous islamiques. On est venu pour la prière. Moi, je suis né ici, grandi ici. Nous prions. Nous demandons au Tout-Puissant de mettre la main sur ce pays, de mettre la main sur chaque habitant de ce pays pour qu'ensemble, on puisse aller au développement sans crise. À cette rencontre religieuse, des messages de paix, d'amour, de solidarité et de vivre ensemble ont été véhiculés par les guides religieux. Une initiative saluée par le consul général du Mali en Côte d'Ivoire. Le Mali et la Côte d'Ivoire, ce sont deux peuples frères, liés par l'histoire, par la géographie, par les liens séculaires. Rien ne pourra nous séparer. C'est par des bénédictions et des prières pour la paix et la stabilité dans la sous-région que la commémoration de la naissance du prophète Mohammed à Alzopé a pris fin. Le prix Sakharov pour les droits de l'homme, édition 2022, a été décerné ce mercredi par le Parlement européen au peuple ukrainien confronté à la guerre avec la Russie. La décision a fait l'unanimité des groupes politiques du Parlement. Ce prix, selon la présidente du Parlement européen, est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le terrain, à ceux qui ont été obligés de fuir, à ceux qui ont perdu des proches et des amis, à tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions.
Et point final de ce 20h supervisé par Adama Kone, Jean-Jacques Kwame. Merci à toute l'équipe de réalisation pilotée par Awa Sawardogo, Awa Dumondé. Merci à toute la régie là-haut. Surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Prenez soin de vous.